mardi passé, donc il y a 3 jours, une leçon sur les institutions des États ibériques depuis le début du Moyen-Âge, en fait, donc depuis l'époque wisigothique, la fin du VIe siècle, jusqu'à la prise de Grenade en 1492. Nous avons étudié à ce propos l'évolution de ces institutions et ma conclusion était que, à la fin du Moyen-Âge, on se trouve dans une situation qui est assez similaire à celle des autres États de l'Occident médiéval, c'est-à-dire un gouvernement dans les différents royaumes, les multiples royaumes qui existaient en Espagne et au Portugal à cette époque-là, donc dans l'ensemble de la péninsule ibérique, mais avec toute une série d'organes spécialisés qui ont été créés depuis le XIIe siècle. D'abord les Cortes, qui sont ces assemblées qui représentent l'élite de la population, la noblesse, le clergé, ce qu'en France on appellera le tiers-état, donc la bourgeoisie si vous voulez. D'autre part, la création également de cours de justice, et enfin d'organes spécialisés en matière de finances comme les chambres des comptes. Ça c'est pour le sommet de la pyramide. Aujourd'hui, j'aimerais bien poursuivre cette enquête sur le plan historique en parcourant l'évolution du XVIe au XVIIIe siècle et en partant, grosso modo, du règne de Philippe II, puisque nous étions arrêtés au règne de Charles Quint la fois passée, et en allant jusqu'au, grosso modo, le milieu du XVIIIe siècle. Voilà. Donc mon propos va couvrir grosso modo 2 siècles, si vous voulez. Alors quand on prépare une leçon, on a toujours des objectifs. Alors, quels sont les objectifs généraux et les objectifs spécifiques qui sont les miens en abordant le problème de la centralisation de l'État espagnol du XVIe au XVIIIe siècle? Un objectif général, qui est au fond le même que celui de mardi passé, c'est de montrer que l'Espagne suit un schéma évolutif qui est assez semblable à d'autres États de la même époque, et plus particulièrement celui de la France. Ensuite, j'aimerais bien avoir un objectif plus spécifique qui consiste à vous montrer quelles sont les étapes de cette centralisation. Et nous verrons plus particulièrement que l'année 1640 constitue certainement un premier tournant et le début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la guerre de succession d'Espagne, un deuxième tournant au-delà duquel nous nous trouvons vraiment dans un état centralisé. Alors maintenant, on va peut-être essayer de définir les termes du sujet. Que signifie le terme centralisation? Le terme centralisation signifie que on part d'une situation où vous avez des entités indépendantes qui disposent d'une grande autonomie, voire d'une indépendance complète, quant au fonctionnement de leurs institutions. Et puis, à un moment donné, ces institutions soit disparaissent, soit voient leur rôle très réduit dans le cadre d'un État unifié et centralisé. Le terme Espagne, ou plutôt État espagnol que j'utilise dans l'intitulé de ma leçon, peut porter à confusion. En fait, quand je dis État espagnol, vous avez bien compris qu'au début de la période que j'étudie, on ne peut pas parler d'État espagnol. Et le terme Espagne doit être utilisé au pluriel. On peut parler des royaumes d'Espagne, mais certainement pas de royaume d'Espagne. On peut vraiment parler de royaume d'Espagne
à partir du XVIIIe siècle. On va voir évidemment comment on arrive à cette situation-là. Alors, quelques repères sur le plan chronologique. Je vais vous indiquer sur le tableau de gauche, sous la ligne du temps, quelles sont les dates de début et de fin des règnes des différents souverains qui ont régné sur l'Espagne du XVIe à la fin du XVIIIe siècle, mais aussi, puisque c'est le sujet de mon propos aujourd'hui, vous indiquer quelles sont les dates majeures qui marquent les étapes du processus de centralisation. Alors, 1500. 1500, c'est une date en tant que telle, puisque c'est la naissance de celui qui va devenir roi d'Espagne sous le nom de Charles Ier et qui est beaucoup mieux connu en tant que Charles Quint. Parce que Charles Quint, ça vient donc de Carolus Quintus, qui veut dire Charles le Cinquième, et ce numéro d'ordre n'est valable en fait que dans le Saint-Empire romain de la nation germanique. En Espagne, c'est le premier Charles. Donc c'est Carlos, mais c'est le numéro 1 en Espagne. C'est le premier Charles en Espagne. Donc il a des numéros qui sont variables en fonction des royaumes où il règne, bien entendu. Donc Charles Quint en Allemagne, c'est Charles Ier en Espagne. Il naît en 1500, donc à Gand. Mais ici, je vous demanderai de noter sur le tableau chronologique, sur la ligne du temps, que les dates de règne. Donc on va noter ici 1516 en tant que roi d'Espagne, parce que comme empereur, il n'est empereur qu'à partir de 1519 par exemple. Donc 1516 jusque 1556. Donc son règne dure juste 40 ans. Donc 1515. 16, excusez-moi, parce que 15 en fait c'est quand il devient le prince des Pays-Bas, parce que à côté d'être roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire romain et de la nation germanique, il était aussi comte de Flandre, duc de Brabant, et là c'est 1515 pour nos régions, mais en tant que roi d'Espagne c'est 1516, jusque, je vous ai dit, 1556. Donc ça c'est le règne de Charles Quint. Mais je vais noter ici Charles Ier, puisque nous étudions ici l'histoire de l'Espagne et non pas l'histoire de l'Empire. Vous mettez en parenthèse égal Charles Quint, c'est-à-dire Charles V. Alors, de 1556 à 1598, c'est le règne de son fils Philippe II. Philippe II. De 1598 jusqu'à 1621, c'est le règne du fils de Philippe II, c'est pas compliqué à retenir, puisqu'il s'appelle Philippe III. Qui correspond précisément aux dates de l'autonomie de nos régions, de la Belgique, entre guillemets, ce qu'on appelle les Pays-Bas méridionaux à cette époque-là, à savoir le gouvernement de l'archiduchesse Isabelle, qui était mariée à l'archiduc Albert. De 1621 jusqu'à 1665,
c'est le règne du fils de Philippe III qui, ce n'est pas très original, s'appelle Philippe IV. Puis on passe au dernier roi de la dynastie des Habsbourg d'Espagne, puisqu'il va mourir sans postérité. Le fils de Philippe IV s'appelle Charles II. Qui meurt en 1700. Donc je ne remets pas la date parce qu'elle se trouve déjà là. Donc, Charles II. Alors, Charles II, pour ceux qui habitent Charleroi, ce nom doit leur dire quelque chose, parce que non seulement il a donné son nom à une place, c'est la place qui est devant la maison communale, devant l'hôtel de ville, c'est la place Charles II, mais c'est lui qui a donné également son nom à la ville de Charleroi, puisque Charleroi, c'est la ville du roi Charles. Donc Charleroi a été fondé sous le règne de Charles II. Alors je poursuis. On change de dynastie. En effet, en 1700, Charles II, qui meurt sans postérité, sans héritier direct, doit choisir, et c'est ce qu'il fait dans son testament, entre deux possibilités. Soit transmettre la couronne d'Espagne du côté de son beau-frère français, c'est-à-dire non, pas de son beau-frère, excusez-moi, c'était son beau-frère, en tout cas, oui, il me semble, du côté de Louis XIV, je crois que c'est Louis XIV qui était son beau-frère, oui, au moins que ce soit, attendez, Louis XIV, était-il le beau-frère de Charles II ou de Philippe IV? En tout cas, il y avait deux possibilités, soit la couronne était transmise aux Bourbons, oui, puisque la femme de Louis XIV était une Espagnole, Marie-Thérèse, soit elle est transmise à l'empereur, c'est-à-dire à l'autre branche des Habsbourg, donc pas les Habsbourg d'Espagne, mais les Habsbourg d'Autriche, et l'empereur d'Espagne, lui, était marié à une autre sœur du roi d'Espagne, il était donc également son beau-frère, c'est le roi Léopold Ier, qui avait été l'empereur Léopold Ier, qui avait été marié également à une Espagnole. Et Charles II décide de désigner le petit-fils de Louis XIV, dont la grand-mère était donc espagnole, Marie-Thérèse, pour être son successeur. Donc c'est un Français et non pas un Autrichien qui va régner sur l'Espagne. Ceci va conduire à une guerre de succession, parce que les grandes puissances européennes voient d'un mauvais œil la concentration de tant de territoires, à la fois continentaux en Europe, mais également dans les régions ultramarines, c'est-à-dire dans les colonies espagnoles, entre les mains d'un petit-fils de Louis XIV, sachant très bien que ce petit-fils de Louis XIV allait, sur le plan de la politique étrangère, mener la même politique que son grand-père, qui vit jusqu'en 1715 d'ailleurs. Donc, il va y avoir une guerre de succession. Cette guerre de succession d'Espagne va opposer contre la France l'Angleterre, les Provinces-Unies, ce qu'on appelle les Pays-Bas maintenant, entre autres, mais aussi des territoires au sein même de l'État espagnol en construction, c'est-à-dire
les Catalans et d'autre part les Portugais. Enfin, les Portugais se sont détachés d'Espagne définitivement 35 ans plus tôt. Donc, nouveau souverain, de 1700 à 1746, c'est le règne de Philippe V. Donc Philippe V, vous l'avez bien noté, n'est pas le fils de Charles II, puisqu'il appartient à une branche cousine, mais c'est un Bourbon, ce n'est pas un Habsbourg. Alors, de 1746 à 1759, vous avez le fils de Philippe V, ah non, excusez-moi, de 46 à 59, c'est Ferdinand VI qui règne. Ferdinand VI, donc je note ici, 1759, donc Ferdinand VI. Et alors, de 1759 à 1788, vous avez Charles III, qui est un monarque important, au même titre que Philippe V. Beaucoup plus que Ferdinand VI, par exemple. Donc, jusqu'en 1788, Charles III, sauf erreur de ma part, est enterré à Naples, parce qu'il avait, avant d'être roi d'Espagne, été roi de Naples. Et puis, de 1788, alors là c'est plus notre sujet vraiment, vous avez Charles IV. Voilà. Ça va? Donc je répète, Charles Ier, Charles IV, 1516-1556. Philippe II, 1556-1598, Philippe III, 1598-1621, Philippe IV, 1621-1665, Charles II, 1665-1700, tout ceci formant donc la dynastie des Habsbourg d'Espagne, et puis à partir de 1700 jusqu'à nos jours, c'est donc la dynastie des Bourbons. Donc le roi actuel, Juan Carlos, est un Bourbon et il descend directement de Louis XIV et de Philippe V. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une chronologie qui permette de situer les choses, mais uniquement au niveau des règnes. Alors maintenant, je peux peut-être déjà noter les dates des grands événements qui vont marquer l'histoire de l'Espagne pendant ces 3 siècles du point de vue de l'histoire de la centralisation. Alors, il y a d'une part 1640, je me mets de l'autre côté du tableau. 1640, parce que 1640, c'est à la fois la date de la révolte de la Catalogne et la révolte du Portugal. Donc je mets ici révolte donc de la Catalogne qui va échouer, comme on va le voir, et d'autre part du Portugal, mais celle-là va réussi, puisque ce pays va devenir indépendant. Donc, 1640, révolte en Catalogne et au Portugal. Il y a d'ailleurs d'autres révoltes à cette époque-là dans les territoires dépendants de la couronne espagnole, par exemple à Naples. Et alors, l'autre événement important, c'est ce qui se passe au début du XVIIIe siècle à l'occasion
de la guerre de succession d'Espagne. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que l'Europe va se diviser en deux camps, en gros. D'un côté, les Français avec Louis XIV et les Espagnols, mais pas tous les Espagnols, avec Philippe V, et de l'autre côté, les Provinces-Unies, l'Angleterre, et bien entendu, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, l'empereur, puisque l'empereur n'accepte pas évidemment le contenu du testament de Charles II. Et d'ailleurs, après le traité d'Utrecht, en 1713, un compromis va intervenir et les terres dépendant de la couronne d'Espagne vont être divisées, ce qui est, enfin, c'est assez compliqué, mais on le verra plus tard. Donc une partie vont revenir au Habsbourg d'Autriche et les autres vont rester donc entre les mains des Bourbons d'Espagne. Alors ici, vous mettez, donc ça c'est de 1700 à 1700, allez on peut mettre 13 pour simplifier, vous avez ici, enfin quoi que la date n'est pas tout à fait correcte, je devrais dire plutôt entre 1700, je vais mettre plutôt 1717 parce que là c'est une date plus importante. 1717, quand la centralisation connaît une étape très importante à la fin donc de cette guerre de succession d'Espagne. Alors 1717, j'indique, qu'est-ce que je vais indiquer, centralisation donc du territoire espagnol par les Bourbons. Ça va? Reprise en main par les Bourbons. Donc, reprise en main de la centralisation par les Bourbons. Donc, je le relis, si vous ne parvenez pas à le lire. Donc, reprise en main de la centralisation par les Bourbons, qui semble être définitive à partir de 1717. Voilà, donc, deux événements importants. 1640 et d'autre part 1717. Donc pour mon propos, précisément dans le cadre de cette leçon, ce sont les deux dates cruciales qui vont conduire à une centralisation accrue. Alors je vais peut-être passer maintenant du côté de la carte, du panneau de droite. Alors, j'ai repris en fait la petite carte que j'avais pu dessiner il y a 3 jours. Je vous avais expliqué à cette époque-là que dès le XIIe siècle, le Léon et la Castille ont fusionné. Je vous avais expliqué également que dès la première moitié du XIIe siècle, le Portugal se transforme de comté en royaume. Je vous avais expliqué également que la Navarre, elle, va être, comment dirais-je, conquise et annexée par la Castille au début du XVIe siècle. Je vous avais expliqué également que l'Aragon comprend non seulement le vieux comté d'Aragon qui est devenu un royaume, le comté de Barcelone, ici, donc la Catalogne, d'autre part le royaume de Valence, et enfin les Baléares, pour rester dans des territoires entre guillemets espagnols. Parce que je vous avais expliqué également que la couronne d'Aragon avait, au XIIIe siècle, conquis la Sicile, la Sardaigne et le royaume de Naples, et même avait poussé une pointe pour une courte durée vers le duché d'Athènes. Alors je vais effacer quelques éléments de cette carte-ci, puisque nous sommes, je vais vous faire une carte simplifiée, puisque nous sommes en voie de centralisation progressive. Donc au départ, vous aviez au XIe siècle plusieurs petits comtés ici, qui vont se transformer en royaumes, et progressivement, ces comtés devenus royaumes vont entamer la reconquête à partir du milieu du XIe siècle. Reconquête est pratiquement terminée au milieu du XIIIe siècle, 200 ans plus tard, malgré
la poussée de deux peuples arabes, enfin pas arabes, non justement pas, de deux peuples berbères venant d'Afrique du Nord. Il y avait eu les Almohades dans les années 1086, quelque chose comme ça, et d'autre part, vous avez la poussée des Almoravides, pratiquement au milieu du XIIe siècle, hein, vers 1146, si mes souvenirs sont bons. Donc je vais simplifier un petit peu tout ceci. Hein. Je supprime les flèches qui, mardi passé, indiquaient les directions d'expansion des différents royaumes. Donc je supprime cette flèche-ci, je supprime cette flèche-ci, et je supprime cette flèche-ci. Hein. Alors, je vais me mettre ici pour que ce soit bien visible. Alors, vous avez, bon, je reprends la continuation, voilà. Je vais d'autre part redessiner les fleuves dont le tracé a été entamé. Voilà. Je vais supprimer également le royaume de Grenade puisqu'il a été annexé par la Castille après sa conquête en 1492. Donc ici, vous avez un tableau simplifié. Je vais peut-être également supprimer la Navarre, même si je vous en parlais à un moment donné. Voilà. Donc vous avez un tableau un petit peu simplifié par rapport à la fois passée, hein, puisqu'ici vous avez donc les terres, les territoires qui dépendent de la couronne d'Aragon. Ici vous avez la Castille, et je vais supprimer Léon, encore pour simplifier un peu plus. Et vous avez le Portugal. Donc ça fait en gros trois entités. Je rappelle le nom des fleuves qui se trouvent ici. Vous avez l'Èbre, le Douro, Duero, et ici le Guadalquivir. Voilà. Alors, Madrid se trouve vraiment au centre de l'Espagne, donc quelque part ici, hein, bon, je ne crois peut-être pas au centimètre près, mais donc Madrid se trouve vraiment au cœur de l'Espagne. Ça va? Alors, je vais commencer maintenant donc mon plan. Donc, premièrement, introduction. Je vous rappelle que dans cette introduction, j'ai défini tout à l'heure mon sujet, définition. Je ne vais pas y revenir. Ensuite, j'ai précisé quels étaient mes objectifs. Et donc, je vais aborder tout de suite maintenant le cœur du sujet et développer donc mon propos. Alors, grand A. Alors, grand A, c'est le modèle confédéral qui est pratiqué dans la péninsule. Alors, vous connaissez la différence entre un royaume unitaire, c'est le système que nous avons eu en Belgique jusqu'en 1970. Il y a ensuite le modèle fédéral, c'est celui qui existe en Belgique officiellement depuis la révision de la Constitution de 1993, un système où il y a des entités fédérées, en Belgique ce sont les régions et les communautés, mais où le gouvernement fédéral garde des attributions, des compétences importantes. Enfin, vous avez le modèle confédéral, c'est le modèle à la Suisse.
savez qu'en Suisse, vous avez 30 cantons, et chacun de ces cantons, en fait, constitue une république, un État en soi. Et que Berne, finalement, a peu de pouvoir dans ses attributions. Le modèle confédéral, c'est quoi dans le cadre du sujet qui nous intéresse maintenant? C'est quoi? Eh bien, le modèle confédéral, c'est un système où vous avez un roi qui possède un lien personnel avec ses sujets dans le cadre de différentes principautés territoriales dont un certain nombre possèdent le titre de royaume. Ici, c'est le cas de la Castille, pour faire bref, c'est le cas de l'Aragon, et ce sera le cas également à partir de 1580, pour 60 ans, pour le Portugal, qui va être non pas conquis ou annexé, mais qui va être joint à la couronne des Habsbourg d'Espagne à la suite de la mort de leur roi, de son roi, le roi Sébastien, qui était le neveu de Philippe II et qui va disparaître après avoir été tué dans une bataille en Afrique du Nord. Donc, le modèle confédéral, vous le notez, c'est un système où il y a un roi et il y a plusieurs royaumes, plusieurs principautés, mais qu'il n'y a pas de lien, si vous voulez, entre les habitants d'Aragon, les habitants de Castille, sur le plan juridique. Donc, ils ont tous un régime qui est différent. Dans toutes ces entités, il y a donc des privilèges qui résultent de conquêtes par les sujets face à leurs suzerains au Moyen-Âge. Toutefois, dans chacune de ces entités, alors je dis bien ici non pas fédérées mais confédérées, il y a un vice-roi qui est là pour représenter le roi. Donc il y a un vice-roi en Aragon, par exemple, il y aura un vice-roi au Portugal pendant l'annexion, si vous voulez, ou l'adjonction du Portugal à la couronne espagnole. Alors, il y a deux exceptions si je puis dire, deux territoires qui jouissent d'une indépendance réelle. C'est d'une part l'Aragon et d'autre part le Portugal. Alors, l'Aragon fonctionne sous le mode du pactisme. Dans le mot pactisme, vous avez le mot pacte. Et nous avions vu mardi que les sujets du roi d'Aragon, dès le XIIe siècle, négocient parfois durement avec leur suzerain des conditions de l'exercice de celui-ci au pouvoir. Autrement dit, on ne peut pas parler, au moins sur le plan juridique, de monarchie absolue. Autrement dit, il y a des négociations. Par exemple, le vote des impôts.
Ceci dit, ça va se réduire avec le temps et à certains moments, ça va rester relativement théorique. Mais ce qui est sûr, c'est que le roi, l'on dit le roi d'Espagne, en fait il n'était pas vraiment roi d'Espagne, il était roi de Castille, de Léon, d'Aragon, des Baléares, de Naples, de Sicile, etc. Eh bien, ce roi unique pour des territoires multiples, pour ces entités confédérées, ne pouvait pas, en fonction d'un décret qu'il prenait à Madrid, considérer que ce décret était valable non seulement en Castille, mais aussi en Aragon, dans le comté de Barcelone, etc., etc. Donc, à cette époque-là, il n'y a pas unification, et quand on parle d'unification d'Espagne après la prise de Grenade en 1492, en fait, c'est pas une unification d'Espagne, il n'y a pas d'unification de ces institutions, il y a simplement le fait que le même personnage se trouve à la tête d'une série de territoires, qui ont des statuts différents, à l'intérieur de la péninsule ibérique, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il ne s'agit pas donc d'une unification. C'est réunion sous la même coupe, si vous voulez, sous le sceptre d'un même souverain, de différents statuts, de différents territoires, des sujets appartenant à des territoires différents. Bon. Alors, c'est ainsi que pour les impôts, pour la levée des troupes, le roi, qui est avant tout roi de Castille, ne peut pas faire ce qu'il veut en Aragon, il ne peut pas faire ce qu'il veut dans le comté de Barcelone. Alors, en ce qui concerne le Portugal, j'en ai touché un mot il y a quelques instants. Au Portugal, la situation est encore plus claire, puisque le Portugal constitue un royaume tout à fait indépendant, qui en 1580 va être annexé, entre guillemets, même si officiellement ce n'est pas le cas, bien sûr, par Philippe II, qui était le fils d'une Portugaise, puisque Charles Quint a eu une épouse qui s'appelait Isabelle de Portugal, qui était donc une princesse portugaise, et qui, Philippe II, lors du décès, à la suite d'une bataille contre les Maures en Afrique du Nord, donc son neveu Sébastien, va annexer, mais dans le cadre d'un héritage, le territoire du Portugal. Mais toutes les institutions portugaises vont rester en place. Il n'y a rien qui va changer pendant cette période-là. Donc toutes les institutions qui existaient à l'époque de l'indépendance, entre guillemets, vont continuer à fonctionner. Le problème, évidemment, c'est que, et on va le voir tout à l'heure, il y a quand même la présence de troupes espagnoles, il va y avoir des impôts supplémentaires, et ça, évidemment, les Portugais ne vont pas tellement l'apprécier, et c'est ce qui explique que 60 ans plus tard, il y a une révolte qui va aboutir, effectivement, à une indépendance définitive et réelle. Ça va? Alors, ça c'est donc pour les régions périphériques. Donc, les régions périphériques autour de la Castille. Donc, ici, je dirais le royaume, on va mettre peut-être un petit 1, ça va être le petit 1, ceci. Le royaume et ses territoires et les entités périphériques. Alors, petit 2. Petit 2. C'est le cas, en fait, du cœur de cet État espagnol en voie d'unification, en voie de centralisation, c'est le royaume de Castille lui-même. Le royaume de Castille, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est lui-même soumis à des forces centrifuges, même si c'est la partie de cet État espagnol en voie d'unification qui est celle qui est la plus soumise, je dirais, au roi d'Espagne, eh bien, là aussi, il existe
différents privilèges qu'il faut respecter. Là aussi, il y a des coutumes qu'il faut respecter. Et donc, la partie n'est pas d'avance gagnée pour le roi. Enfin, troisièmement, il y a le royaume en tant que tel. Autrement dit, la position, quand je dis le royaume, je dirais plutôt l'administration centrale, ce serait peut-être plus correct, plutôt l'administration centrale des royaumes. Tout d'abord, c'est que c'est le roi qui fait le lien entre toutes ces entités confédérées. Et ce roi va gouverner de plus en plus à partir de Madrid et de l'Escorial. Enfin, l'Escorial, c'est donc ce palais monastère que Philippe II va faire construire à proximité de Madrid, à partir duquel il va régenter l'ensemble de son empire. Donc non seulement les territoires européens, mais aussi les colonies américaines. Le roi est entouré par ce que l'on appelle des conseils. Dans mon cours de mardi, j'ai eu l'occasion de parler de ça aussi. Le conseil, c'est un ensemble de personnages qui entourent le roi. Certains membres du conseil font parfois partie de sa famille, au Moyen-Âge certainement, mais peut-être de moins en moins les années passant, parce que ce sont des gens très compétents qui sont membres de ces conseils et qui sont spécialisés soit sur le plan d'une activité liée à une compétence, je dirais, territoriale, soit dans un secteur d'activité lié à la gestion de l'État. Autrement dit, il y a un conseil des finances, mais il y a, par exemple, mais il y a aussi un conseil des Indes, pour les colonies américaines. Il y a aussi un conseil d'Aragon qui siège, qui va siéger à Madrid, bien que l'Aragon ne se trouve pas dans les parages. Madrid se trouve en Castille et non pas en Aragon. Ça va? Donc vous mettez que les conseils peuvent être spécialisés soit en fonction d'un territoire, soit en fonction d'une compétence liée au gouvernement des États. Est-ce que je peux effacer tout ceci? Cette partie-ci seulement. Bon. Alors, on va poursuivre. Grand B. L'étape suivante, c'est la période, je dirais, une des deux périodes cruciales. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y a d'une part l'année 1640, révolte en Catalogne et au Portugal, et puis il y a une deuxième époque cruciale que l'on verra dans la troisième partie, c'est celle qui concerne les conséquences de la guerre de succession d'Espagne. Alors, grand B, vous indiquez ici centralisation et sécession, puisqu'il va y avoir deux sécessions. Petit 1. Je voudrais d'abord m'attarder à la volonté de centralisation du principal ministre de Philippe III. Vous vous souvenez que Philippe III règne de 1621 à 1665.
la volonté de centralisation de son Premier ministre, qui est le comte-duc d'Olivares. Donc il avait ces deux titres nobiliaires, le comte-duc d'Olivares. Comme ça se prononce, hein, Olivares. Donc, volonté de centralisation. d'Olivares. En 1624, donc 3 ans après la montée sur le trône de Philippe III, Olivares lui transmet un mémoire secret où il explique que pour que l'Empire espagnol puisse tenir son rang, et nous sommes à l'époque de la prépondérance espagnole, encore à cette époque-là, et puisse garder la place qui est la sienne, c'est-à-dire son hégémonie en Europe, il faudrait que le roi d'Espagne dispose de 140 000 hommes permanents. Et chaque territoire sur le continent ou dans les colonies devrait fournir un effort proportionnel à ses capacités financières et proportionnel également à sa population. Peu de temps après, entre 1637 et 1647, plusieurs sécessions sévissent. 1637, c'est la Catalogne qui débute, et ça se termine, je dirais, en 1647 avec la révolte dans le royaume de Naples, qui, ne l'oubliez pas, était une vieille possession du royaume de la couronne d'Aragon. Philippe II est roi de Castille, est roi d'Aragon, et par ce biais-là, le royaume de Naples avait été tombé, je dirais, sous la couronne des Aragonais depuis le XIIIe siècle. Avec une parenthèse française à la fin du XVe siècle, et la descente des armées françaises, donc à l'époque de la Renaissance. Ça doit peut-être vous rappeler quelque chose, mais cette révolte des Napolitains en 1647 contre la présence espagnole a été relatée dans un opéra qui a beaucoup d'importance dans notre histoire. En effet, au mois d'août 1830, un opéra joué à la Monnaie, au théâtre de la Monnaie à Bruxelles. C'est un opéra de Aubert, et sauf ma part, c'est Scribe, je crois, qui en était le librettiste. Aubert, A-U-B-E-R. Bon, c'est une chose qu'on doit savoir parce que nous sommes en Belgique. Hein. D'ailleurs, je ne dirai sans doute pas, mais bon. Et cet opéra, c'est la Muette de Portici. Ça vous rappelle quelque chose, certainement. Vous avez dû voir ça dans l'enseignement secondaire. Alors on dit Portici, en fait on doit dire Portici, parce que Portici, ça se trouve en Italie, dans le royaume de Naples. Et les personnages qui interviennent dans cet opéra, ce sont donc des Napolitains qui se révoltent contre les Espagnols, je viens de le dire. Et dans cet opéra qui est chanté en français, puisque Aubert c'est un français, à un moment donné, les Napolitains chantent « Amour sacré de la patrie », faisant référence à la patrie napolitaine, contre les Espagnols. Eh bien, c'est ce chant qui a ému les bourgeois qui assistaient à cet opéra au mois d'août 1830 à Bruxelles, et qui, évidemment, avait un écho pour eux, belges, qui se sentaient vivre sous une domination étrangère, à savoir celle des Hollandais.
Et donc, quand ils ont entendu chanter Amour sacré de la patrie, eux, Belges, sous domination des Hollandais, ont trouvé évidemment un écho direct par rapport à ce que les Napolitains chantaient contre les Espagnols. Parce qu'on ignore souvent cet aspect des choses, mais enfin, ça vaut la peine peut-être de l'évoquer par ce biais-ci, qui n'est pas prévu du tout dans ce cours-ci, mais enfin, ça vaut la peine quand même de faire le lien. Donc, c'était à ce moment-là. C'est ça la référence de cet opéra, d'Aubert. Ça remonte donc à la révolte des Napolitains contre les Espagnols en 1647. Alors maintenant, on va voir quelles sont ces deux sécessions, non pas celle de la Catalogne et celle de Naples, parce qu'effectivement, Naples ne ressortit pas de mon sujet, Naples n'est pas dans la péninsule ibérique, mais en revanche, la Catalogne, oui. Donc on va d'abord voir comment se passe cette sécession en Catalogne, pourquoi elle a lieu, donc quelles en sont les causes, et quelles en sont également les conséquences. Donc sécession de la Catalogne. Alors la Catalogne, je vous le rappelle, c'est cette région ici. Ça va? C'est la région qui se trouve au nord-est de l'Espagne. Mais pas seulement. La Catalogne, en fait, se trouvait des deux côtés des Pyrénées, et couvre également cette partie-ci de ce qu'on appelle le Roussillon. C'est le Roussillon, en fait, juste à côté du Languedoc. Donc le Roussillon et la Catalogne ne formaient qu'un seul bloc. Les Pyrénées n'étaient pas une frontière à cette époque-là. Donc, la Catalogne veut se séparer de la couronne espagnole. Donc, on est sous le règne de Philippe, que je regarde bien, Philippe IV. Ah, je crois avoir fait une erreur tout à l'heure. Il me semble vous avoir dit Philippe III et Philippe IV, non? Pour Olivares. Vérifiez un petit peu. Il me semble que j'ai dit qu'en 1624, Olivares est le premier ministre de Philippe III, mais c'est Philippe IV. Heureusement que j'ai cette chronologie. Il me semble, je n'ai peut-être pas fait le lapsus que je crois avoir fait maintenant. Voilà, donc, sécession de la Catalogne, donc, 1640, 1652. Alors, pourquoi? Quelles sont les causes de cette sécession? Alors, les contemporains, c'est-à-dire ceux qui ont vécu les événements, ont rapporté que la Catalogne s'était séparée, le comté de Barcelone s'était séparé. Pourquoi? Eh bien, essentiellement parce qu'il y avait des troupes espagnoles, des troupes castillanes, qui se trouvaient en Aragon, enfin dans le comté de Barcelone, parce qu'il y avait des levées d'hommes, et aussi pour des raisons fiscales. Il y avait aussi des raisons juridiques, c'est qu'on ne demandait pas l'avis des Cortes ou des Cortes, comme on dit à l'époque, C-O-R-T-S, enfin c'est pas comme on dit à l'époque, c'est plutôt Cortes, c'est le mot court en catalan. On dit toujours des corps, des Cortes. Donc on n'avait pas respecté les fueros, ou les forces, comme on dit en catalan. Donc fueros, c'est le mot espagnol, F-U-E-R-O-S, ça veut dire privilège, les coutumes, fueros, et en catalan, on dit force, F-O-R-S. Donc, les privilèges n'avaient pas été respectés. Alors, il se fait que les Catalans demandent l'aide du roi de France. Le roi de France, vous pensez bien, leur accorde volontiers son aide, d'autant plus que ça n'arrange pas tellement d'avoir le Roussillon qui se trouve sous la coupe du roi d'Espagne, du côté nord des Pyrénées, et d'autre part, ça l'arrange bien d'avoir lui un pied dans les péninsules ibériques. Donc, la Catalogne rejoint le royaume de France pour quelques années, mais en 1652, qu'est-ce qui se passe? En 1652,
Ben, c'est la fin de la Fronde en France. Vous savez, la Fronde, c'est cette révolte, on peut même dire révolution, mais révolution entre guillemets, qui oppose d'une part en France, depuis 1648, et jusqu'en 1652, 53, 1653, d'une part les parlementaires, c'est-à-dire les magistrats, les hauts magistrats en France, les parlementaires, et d'autre part les aristocrates, les grands aristocrates, qu'on appelle les princes, à la monarchie, dans le cadre d'un sursaut, du dernier grand sursaut féodal en France. Alors, ce mouvement centrifuge en France ne permet pas évidemment à Louis XIV, enfin quand on dit Louis XIV à ce moment-là, il est très jeune, hein, il a 10 ans au début de la Fronde, il a 15 ans à la fin de la Fronde. En fait, c'est en Autriche, sa mère et surtout le cardinal de Mazarin, qui est son premier ministre, son parrain aussi, qui doivent gérer cette crise. Tous deux vont devoir être exilés d'ailleurs à un moment donné. Et donc, les troubles en France ne vont pas permettre à Mazarin de pouvoir profiter de cette situation et d'envoyer des troupes pendant la Fronde, justement, en Espagne. Ce qui explique que Philippe IV, le roi d'Espagne, va pouvoir écraser cette révolte catalane, et la situation sur le plan international, cette fois entre l'Espagne et la France, ne sera réglée qu'en 1659, c'est une date importante, date à laquelle le roi d'Espagne renonce à se considérer comme le suzerain de la partie de la Catalogne qui se trouve en France, c'est-à-dire le Roussillon. Autrement dit, c'est un compromis qui coupe la Catalogne en deux. La Catalogne, entre guillemets, espagnole, reste sous la coupe du roi d'Espagne Philippe IV, tandis que la partie du comté de Catalogne qui se trouve au-delà des Pyrénées au nord est entre les mains du royaume de France. Entendu? C'est 159, le traité des Pyrénées, c'est bien entendu celui qui, dans la négociation, conduit au mariage de Louis XIV avec l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse. Vous savez que les accords, les traités se concluaient souvent par un mariage, qui était la garantie de la bonne application du traité, qui est accompagné aussi du versement de sommes mirifiques qui correspondaient à des milliards à l'heure actuelle. Hein. Et c'est à l'origine également de cet héritage dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisqu'en 1700, Philippe V, le duc d'Anjou, le petit-fils, non, il n'était pas encore duc d'Anjou à ce moment-là, Philippe, duc d'Anjou, va succéder donc à son parent par l'intermédiaire de sa grand-mère Marie-Thérèse, va succéder donc à Charles II d'Espagne. Donc tout ça est lié, finalement, c'est lié au traité des Pyrénées. Louis XIV pourrait même dire à ce moment-là, il n'y a plus de Pyrénées, hein, en 1659. Il n'y a plus de Pyrénées à partir du moment... Non, excusez-moi. Non, excusez-moi, c'est plutôt au moment de la fin de la... 1700, il a dit ça. Quand il y a eu quand son petit-fils est devenu roi d'Espagne. Il a dit il n'y a plus de Pyrénées, puisque finalement, la politique étrangère de l'Espagne va être, dans les faits, dirigée par la France. Hein, dans le cadre de ce qu'on va appeler le pacte de famille, et c'est ainsi qu'au XVIIIe siècle, l'Espagne sera alliée de la France, alors que pendant 2 siècles, il y avait une lutte à mort entre les Bourbons et les Habsbourg. Voilà. Et la réconciliation sera totale au moment de la guerre de 7 ans, au moment du retournement des alliances. Et là, ce sera un second mariage qui va conclure tout ça.
c'est le mariage de Louis XVI avec Marie-Antoinette d'Autriche. Et donc là, ce n'est pas seulement les Habsbourg d'Espagne qui sont réconciliés, mais aussi les Habsbourg d'Autriche. Voilà. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, échec de la sécession de la Catalogne, et finalement, donc, ils se sont battus et ils ont été vaincus. On va passer maintenant à la deuxième sécession, c'est la sécession portugaise. Alors, la sécession du Portugal se situe en 1640 également, mais là, à l'inverse de la précédente qui conduit à un échec, celle-ci est une réussite. Alors, qu'est-ce qui explique cette sécession? Le Portugal, peut-être encore plus, il y a plus de raisons aussi, que la Catalogne avait vu naître depuis le XIIe siècle un fort sentiment national. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'en 1580, donc ça veut dire que pendant tous les siècles précédents, le Portugal avait été tout à fait séparé, il n'avait pas eu le même souverain que dans les territoires voisins dans le reste de la péninsule ibérique. Tandis que le royaume d'Aragon et le royaume de Castille, depuis le mariage d'Isabelle et de Ferdinand dans la deuxième moitié du XVe siècle, se trouvaient liés, au moins par un lien personnel, et en tout cas à partir du règne de Charles Quint en 1516. Donc d'abord un fort sentiment national. Il y a évidemment la présence de troupes castillanes pendant cette entre guillemets annexion qui dure 60 ans, entre 1580 et 1640. Et en 1640, c'est la haute aristocratie portugaise qui nomme, entre guillemets, le seigneur le plus important du Portugal, roi du Portugal. Il s'agit de Jean de Bragance. C'est une ville qui se trouve dans le nord du Portugal, Jean de Bragance. Et cette famille a régné de 1640 jusqu'à la chute, jusqu'à la fin de la royauté au début du XXe siècle au Portugal. Puisque la République portugaise, si mes souvenirs sont bons, c'est 1913, un peu avant, peut-être dans la décennie qui précède. Alors là, de fait, le Portugal est indépendant, mais il faudra attendre une bataille importante à Montes Claros. Je ne sais plus si ça se trouve, de quel côté de la frontière ça se trouve. Si ça se trouve au Portugal, évidemment, il ne faut pas dire Montes Claros, il faut dire Montes Claros. Voilà. Mais je ne sais plus où se trouve Montes Claros exactement, je ne sais plus de quel côté de la frontière ça se trouve. Alors ça, cette bataille est décisive, elle a lieu en 1665, mais 3 ans plus tard, en 1668, l'indépendance du Portugal est reconnue par le roi d'Espagne. Donc, entre le moment où, de fait, de facto, le Portugal se soulève et devient indépendant, et le moment où le Portugal est reconnu indépendant par le roi d'Espagne, se sont écoulés encore 28 ans, 1640-1668. Alors maintenant, on va passer au dernier point, grand C, la guerre de succession d'Espagne et ses conséquences, guerre de succession d'Espagne et la victoire de la centralisation. C'est la fin du processus qui est entamé depuis le Moyen Âge.
guerre de succession d'Espagne et victoire de la centralisation. Premier point. Alors, c'est la guerre de succession elle-même. Alors, cette guerre de succession couvre les 15 premières années, les 13 premières années du XVIIIe siècle, donc de 1700 à 1713, donc jusqu'au traité d'Utrecht. Le traité d'Utrecht, c'est un traité très important puisqu'il redessine un petit peu la carte de l'Europe, comme le fera en 1815 le Congrès de Vienne, ou comme en 1918, 1919 plus exactement, le fera la conférence de Paris, qui comprend tous les fameux traités, traité de Versailles, etc., et qui s'étendra encore plusieurs années avec le traité du Trianon, traité de Sèvres, etc., traité de Saint-Germain-en-Laye. Donc, guerre de succession d'Espagne. Je vous en ai déjà donné un mot tout à l'heure, donc vous savez ce qui s'est passé, je n'y reviens plus. Et Philippe V se trouve en face de deux types d'ennemis. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi, il y a d'une part les ennemis extérieurs, l'Angleterre, les Provinces-Unies, l'Empire, le Portugal, mais il y a aussi l'attitude des Catalans, qui ne sont pas très chauds, de l'Aragon d'une manière générale, face à l'arrivée d'un Français sur le trône d'Espagne. D'une manière générale, on peut dire qu'en Catalogne, les choses étaient relativement bien terminées, surtout, quand je veux dire l'affaire de 1640, la révolte précédente, parce que la bourgeoisie de Barcelone, finalement, avait accepté et coopéré, finalement, au lendemain du traité des Pyrénées, et voilà, de cette première grande révolte. Ça s'était bien passé, parce que la bourgeoisie avait trouvé son intérêt, finalement. C'est toujours une affaire d'intérêt. Il ne faut pas toujours tout expliquer par des raisons de type purement patriotique. Parfois, les raisons, même souvent les raisons économiques, supplantent ces raisons nationalistes. Mais il faut attendre, je dirais, les années 1707, et même un peu plus tard, même 1713, 14, pour que cette sécession, cette sécession en Catalogne et en Aragon soit matée. Alors, deux, c'est la publication de décrets par Philippe V entre 1707 et 1713, principalement. Donc, publication de décrets qui vont conduire à l'unification, plutôt à la réduction des prétentions aragonaises et à les faire vraiment intégrer dans le giron de cet État espagnol qui trouve enfin sa complétude, sa finition. Donc décret contre l'Aragon ou en Aragon entre donc 1707 et 1711, un titre principal, 1713, 11, un titre principal. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Eh bien, c'est que Philippe V va donc publier des décrets qui vont modifier l'organisation de l'Aragon. Comment? Eh bien, c'est que dorénavant, les communes aragonaises vont devoir se modeler
sur le système communal castillan. Ensuite, il va y avoir également des rationalisations sur le plan fiscal. Alors, cette modification majeure sur le plan fiscal, c'est l'introduction de la taille royale. Alors, la taille royale, c'est un impôt direct qui est beaucoup plus avantageux pour le roi que le système fiscal que j'ai pu vous décrire mardi, au Moyen-Âge. Parce que la taille est perçue directement par les agents du roi. N'oubliez pas que Philippe V, c'est un Français, et il va apporter évidemment les techniques de gouvernement, d'administration du royaume d'où il vient. Donc vous pouvez mettre que la taille, c'est quelque chose d'essentiel. Ça va permettre à l'État espagnol de bénéficier de ressources sûres, qui sont plus facilement d'ailleurs également prévisibles que le système compliqué d'impôts qui était d'application en Aragon avant, d'autant plus qu'en Aragon, vous savez, il y avait les fameuses cortes, enfin cortes, et dans le comté de Barcelone, les cortes, qui finalement avaient le dernier mot. Le roi n'avait rien à dire finalement, à moins de prendre des mesures d'autorité. Donc c'est la fin de ce qu'on appelle le fameux pactisme que j'ai évoqué tout à l'heure. Je vous avais expliqué ce que c'était que le pactisme. C'est un pacte entre le suzerain et ses sujets via les assemblées, via les cortes. Alors, troisième élément, c'est la victoire de la centralisation et la réorganisation de l'État espagnol par les Bourbons. Alors peut-être que maintenant le terme État peut s'écrire au singulier. Jusqu'alors il y avait des États espagnols, et même des États ibériques, entre 1580 et 1640, à mesure où le Portugal avait été entre guillemets annexé par le roi d'Espagne. Ici on peut peut-être parler de singulier, enfin, parce que enfin le territoire est unifié, il est vraiment unifié, et il va être réorganisé sur le plan administratif grâce à l'introduction d'une autre institution française. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la taille sur le plan fiscal. Eh bien, cette institution nouvelle sur le plan administratif, elle est très très importante, c'est l'introduction des intendants. Les intendants. Alors les intendants, ils sont d'abord introduits en Catalogne. Et ils s'occupent de matières, je dirais, administratives et militaires, à l'origine surtout. Mais à partir de 1746, attendez, je regarde un petit peu mon tableau là. Oui, c'est pratiquement là, oui, c'était la fin du règne de Philippe V. À partir de 1746, le système des intendants va être généralisé pour toute l'Espagne, enfin, on aurait dû dire pour toutes les Espagnes, mais dorénavant on peut parler de l'Espagne au singulier,
Et dorénavant, les intendants vont voir leurs compétences, leurs attributions élargies, augmentées. Dorénavant, leurs compétences seront non seulement administratives, elles seront militaires, elles seront financières, donc ils auront la haute main sur la levée des impôts, et ils auront la haute main également en matière de police et de justice. Ce qu'on appelle la police à cette époque-là, c'est pas dans le sens étroit où nous l'entendons, des exécutants du maintien de l'ordre. La police, ça s'étendait également à la, comment dirais-je, à tout ce qui est organisation des infrastructures du royaume. Les routes, par exemple, la construction des routes, des ponts, etc. Et quant à la justice, là aussi, les intendants ont la haute main. Donc, ils se superposent aux institutions qui existaient précédemment. Et ce sont les intendants qui vont permettre cette rationalisation pour l'ensemble de l'Espagne à partir du milieu du XVIIIe siècle. Ces intendants, on va les retrouver, je vous ai dit, en France à l'époque, mais en France, les intendants sont les ancêtres des préfets. Les préfets, c'est une invention de la Révolution et de l'Empire, les préfets, ça correspond aux gouverneurs, ça correspondait, parce que chez nous, bon, maintenant les compétences sont tout à fait les mêmes, aux gouverneurs de province chez nous. Vous savez qu'il y a un préfet à la tête de chaque département en France, et les préfets, ben, ce sont en fait les agents qui qui exécutent directement les ordres du pouvoir central. Évidemment, maintenant, les choses ont changé depuis quelques dizaines d'années, parce qu'il y a eu la régionalisation en France. Donc maintenant, il n'y a pas seulement des préfets de département, il y a aussi des préfets de région, mais avec la décentralisation, vous avez d'autres instances qui se sont placées entre l'État central en France et d'autre part les départements. Ce sont les fameuses régions, je crois qu'on a 18 si mes souvenirs sont bons en France. Ça correspond d'ailleurs en gros, je dis bien en gros, aux anciennes provinces de l'Ancien Régime, c'est-à-dire un niveau intermédiaire, parce que les départements, ben, il y en a plus de 90, je crois, plus une dizaine qui se trouvent dans les départements d'outre-mer, 90, et alors, tandis que les régions, ben, il y en a 5 fois moins, donc ça permet d'avoir un niveau intermédiaire pour gérer des problèmes territoriaux qu'un département ne peut pas gérer à lui tout seul. Alors, enfin, à côté de cette importation, de cette introduction des intendants dont l'institution est d'origine française, vous avez également une réorganisation du pouvoir central. En effet, le Conseil d'Aragon est absorbé par le Conseil de Castille. Et en plus, on va créer 4 ministères, et donc on est de plus en plus, je dirais, dans le cadre d'un État moderne. Et donc vous voyez que quand on dit 1789 est une grande révolution, oui, c'est une grande révolution pour différentes raisons. Là, je ne vais pas les évoquer parce que sinon j'aurais trop de choses à dire. Bien entendu, c'est une rupture, la Révolution française, incontestablement, sur le plan social. Mais sur le plan politique, il faut se dire que tout a évolué et que quelque part lentement, et que quelque part, que ce soit en France ou en Espagne, parce que l'Espagne a introduit toute une série de techniques administratives ou gouvernementales qui viennent de France, eh bien, ou même dans l'Empire, avec Joseph II qui crée comment dirais-je, va créer de nouvelles entités territoriales avec de nouvelles compétences, qui va surtout rationaliser. Eh bien, avant la Révolution française, on a déjà une réorganisation des États. Donc la Révolution française rationalise, elle va simplifier, mais le travail était déjà en bonne route pour la France depuis le XVIIe siècle,
et pour l'Espagne depuis le XVIIIe siècle, pour l'Empire pour la fin du XVIIIe siècle, enfin les années du règne de Joseph II, c'est-à-dire entre 1780 et 1790. Conclusion. Conclusion. Outre les commentaires que je viens de faire à l'instant, quel est l'intérêt d'étudier un sujet comme celui-ci? Eh bien, pensez à l'actualité en Espagne. Quand vous pensez à cette actualité, vous voyez qu'il y a une actualité évidente dans le traitement de ce sujet aujourd'hui. Le problème de l'autonomie, voire de l'indépendance de certaines régions, montre que la roue de l'histoire a tourné et que lorsque les Basques, les Catalans, par exemple, je pourrais citer d'autres régions évidemment de l'Espagne, souhaitent leur indépendance, eh bien, il y a un retour, plus que des réminiscences d'ailleurs, de cette volonté de certaines régions d'Espagne qui ont été mises sous la coupe, dans les faits, de la Castille, de Madrid, alors qu'ils avaient une longue histoire d'indépendance, qu'il y a une revendication culturelle et linguistique. Pensez à la Catalogne, pensez à l'ex-royaume de Valence, où les Catalans veulent absolument pouvoir, ils peuvent d'ailleurs, c'est tout à fait inscrit, mais c'est le résultat d'une histoire aussi, parler le catalan, développer leur propre culture, être indépendants sur le plan économique. Mais tout ça ne peut pas s'expliquer si l'on n'a pas en tête le dernier millénaire de la péninsule ibérique que j'ai tenté de vous esquisser lors de cette dernier cours. Même si ça a pu vous paraître long à certains moments, n'oubliez pas que j'ai dû vous résumer 5 siècles au moins pour le Moyen-Âge et 3 siècles aujourd'hui. Alors, je vous remercie pour votre patience, mais il fallait peut-être développer tout ça. Il me reste, comme chaque fois, à vous montrer quelques manuels qui peuvent vous être utiles pour remettre dans le contexte tout ce qui vient d'être dit et vous permettre éventuellement d'affiner un petit peu mon propos. Alors, un ouvrage qui n'est pas en rapport direct avec mon sujet, c'est Naissance des États modernes. En fait, c'est l'histoire politique des principaux États européens, mais surtout la France et l'Angleterre du XVIe au XVIIIe siècle. L'Espagne n'est pas dedans, mais je vous ai dit que la France va servir de modèle à partir de 1700, pour le XVIIIe siècle. Donc ça vaut peut-être la peine d'y jeter un coup d'œil. Alors, de Georges Durand, État et institutions, 16e, 18e siècle. Alors là, par contre, vous avez, outre des développements sur le fonctionnement des institutions dans le cadre des principaux États européens, mais pas seulement, parce que vous avez également les États asiatiques qui font l'objet de chapitres, par exemple l'Empire ottoman, l'Empire chinois, l'Empire japonais, eh bien vous avez une vingtaine de pages consacrées aux institutions espagnoles pendant la période moderne, c'est-à-dire la période que j'ai considérée aujourd'hui. Alors, je vous remontre des ouvrages que j'ai eu l'occasion de vous montrer il y a 3 jours. D'une part, l'histoire de l'Espagne de Joseph Pérez. Voilà, vous verrez une belle carte ici qui est reproduite sur la couverture, où l'on voit justement la Castille en jaune, le comté de Catalogne, le royaume de Valence, dans le bas, dans le sud, là vous avez le royaume de Grenade, vous avez le royaume de Léon, hein, et ici le Portugal. C'est un gros ouvrage. Alors, un petit que sais-je, Histoire de l'Espagne de Pierre Villard, je vous l'ai montré il y a 3 jours. Histoire du Portugal d'Albert Alain Bourdon. Alors,
Cet ouvrage-ci, qui avait été une des bases de mon travail mardi, d'Adeline Rucois, L'Espagne médiévale, parce que j'y ai fait quand même référence au début de mon exposé, pour montrer la continuité au XVIe siècle, au début du XVIIe siècle par rapport au Moyen-Âge. Alors un ouvrage que je ne vous avais pas montré, mais j'en profite aujourd'hui, même si ce n'est pas la période chronologique que j'ai étudiée. Donc c'est de Garcin et toute une série d'autres auteurs, État, société et culture du monde musulman médiéval, 10e, 15e siècle. Je vous ai apporté seulement le tome 1, il y a 3 volumes, dans la collection Nouvelle Clio. Donc c'est important pour comprendre les États musulmans donc en Espagne au Moyen-Âge. Et dans le reste de l'islam, enfin là c'est hors de mon propos tout à fait. Alors, deux biographies, une de Pierre Chaunu et de Michel Escamilla, Charles Quint chez Fayard, de Philippe II, le Philippe II de Ivan Poulas chez Fayard, un spécialiste du XVIe siècle, enfin 15e, 16e siècle, et pour l'époque 1621-1665, l'Espagne de Philippe IV de Michel Devez, édition CEDES, dans la collection Regard sur l'histoire. Alors, quelques ouvrages sur l'Espagne moderne maintenant. Histoire et civilisation de l'Espagne classique, 1492-1808. 1808, c'est le moment comment dirais-je, de la guerre d'indépendance des Espagnols contre Napoléon, de Raphaël Carrasco et consorts, chez Nathan. Politique et monarchie en France et en Espagne de 1555 à 1714, en dissertation corrigée, collection Élite sous la direction d'Agnès Walsh. Un siècle d'or espagnol, donc ça couvre la deuxième moitié du XVIe siècle et la première moitié du XVIIe, de Bartolomé Benassar, grand spécialiste de l'Espagne de cette époque-là, chez Robert Laffont. Vocabulaire historique de l'Espagne classique, donc ça couvre les temps modernes, justement, 16e, 18e, d'Annie Molinier-Bertrand. Donc c'est un petit lexique très utile, par exemple, pour vous décrire les différentes institutions espagnoles pendant l'époque considérée. Alors, de Bartolomé Benassar, déjà cité, alors là vous voyez évidemment un tableau de Goya, l'Inquisition espagnole, 15e, 19e siècle. J'ai pas eu l'occasion, enfin c'est surtout faute de temps, de vous parler de l'Inquisition espagnole, mais cette Inquisition était sous l'autorité de l'État. Alors je vous ai dit que l'Espagne, plutôt que les rois d'Espagne étaient en même temps rois de Naples, etc., en Italie, et donc je vous recommande l'ouvrage de Jean Delumeau, L'Italie de Botticelli à Bonaparte, c'est-à-dire du 15e au 18e, début 18e siècle, début 19e siècle, chez Armand Collin. Je dis début 19e siècle, c'est l'époque où il est consul, jusqu'en 1804. Alors voilà, donc pour l'histoire du royaume de Naples qui était sous la domination espagnole, et pas seulement, la Sicile également. Alors un ouvrage publié par les Archives générales du royaume, je vous ai apporté le tome 1, les institutions du gouvernement central des Pays-Bas bourgeois, donc ça c'est pour nos régions, donc au XVIe au XVIIe siècle, la Belgique est entre guillemets espagnole. Ce sont donc les rois d'Espagne qui dominent la Belgique, qui en sont les princes naturels. Vous apportez le tome 1. Alors, histoire de l'Amérique latine par Pierre Chaunu. Là, on est pour les colonies qui appartiennent à l'Espagne. Et alors, un ouvrage, là c'est pour vous détendre plutôt, je terminerai avec ça, dans collection chez Hachette, La vie quotidienne dans l'Amérique espagnole de Philippe II au XVIe siècle, de Georges Baudot. Alors, les ouvrages que je vous ai montrés en dernier lieu ne ressortissent pas directement de mon sujet. Je vous les ai montrés parce que mon sujet c'était la péninsule ibérique,
hein, et la centralisation dans l'État espagnol, mais je crois que ça valait la peine de vous les montrer comme lecture complémentaire pour voir un petit peu comment les institutions ont évolué, ont progressé dans les autres territoires dominés par les rois d'Espagne, Habsbourg d'Espagne pour le XVIe, XVIIe siècle, et au XVIIIe siècle, les Bourbons d'Espagne. J'ai dit